Je vais commencer par remercier les organisateurs et organisatrices de ce colloque, ainsi que la ville de Grenoble, de m'avoir ainsi invité à réfléchir autour de cette notion de matrimoine, lapsus, à laquelle que je n'avais pas vraiment abordé dans mes travaux. Et je vais donc vous livrer uniquement des premiers jalons d'un dossier qui n'est pas achevé, mais que vraiment le début d'une réflexion. Donc, pendant que peut-être que je vois qu'il n'y a que moi qui est affiché. Donc, mon titre, je peux commencer l'introduction parce qu'elle ne fait pas vraiment l'objet d'une véritable diapositive. Donc, mon titre, c'est Un culte civique au féminin, l'éloge des femmes illustres dans les histoires de ville en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. La première séance publique de la Société littéraire de Grenoble, le 2 mai 1787, fut consacrée à la lecture d'un éloge de Marguerite de Bourgogne, femme du dauphin Guy VII, par le chanoine Barthélemy. Ce chanoine remplissait ainsi l'un des principaux objets assignés à l'Académie par le docteur Henri Gagnon, déjà évoqué, l'écriture d'une histoire locale devant contribuer à une nouvelle histoire de France, plus nationale que monarchique. Depuis la Renaissance, l'écriture de l'histoire des villes et des provinces participe à l'émergence d'un sentiment national, comme l'ont montré les travaux de Myriam Yardeni. Mais si au XVIe et XVIIe siècle, cette histoire nationale se confondait avec celle de la monarchie, il n'en va plus de même à la fin du XVIIIe siècle. La remise en cause de la politique royale par les élites provinciales autour des grandes crises jansénistes, parlementaires, ainsi qu'au moment des défaites face à l'Angleterre lors de la guerre de 7 ans, a contribué à faire émerger l'idée de nation distincte du roi. En ce début de mai 1787, l'Assemblée des notables convoquée à Versailles par le roi est une réponse à cette aspiration des citoyens, un mot qui fait fureur, à participer aux affaires de l'État. Les travaux de la Société littéraire de Grenoble, future Académie delphinale, s'insèrent dans ce contexte. L'Académie delphinale est représentative des sociétés savantes provinciales, magistralement étudiées par Daniel Roche, qui sont des cercles de notables où règnent les trois robes, celle du prêtre, notre chanoine, celle du juge et celle du médecin, le docteur Henri Gagnon. Ces élites de la culture et du talent sont réunies par un même but, être utiles. Or, la conception de l'histoire au XVIIIe siècle est didactique, selon le précepte cicéronien Historia magistra vitae, c'est-à-dire l'histoire maîtresse de vie. Son écriture repose en grande partie sur des galeries de personnages illustres, présentés comme autant d'exempla virtuti. Jean-Claude Bonnet, déjà évoqué par Olivier ce matin, a montré les accents républicains de l'éloge du grand homme dans la France des Lumières, la naissance d'un panthéon national s'opposant à l'histoire de la monarchie. À Grenoble comme ailleurs, le plutarchisme provincial met en lumière les services rendus par la ville à l'État, mais justifie aussi la contestation envers un pouvoir central ingrat. Aux grands hommes de province, la patrie n'est pas toujours reconnaissante. Or, depuis la Renaissance, aux galeries des grands hommes s'ajoutent des catalogues de femmes illustres, et non pas de grandes femmes, saintes, reines ou savantes, tendant à prouver les qualités et aptitudes du sexe féminin. Ce genre connaît une grande vogue dans les académies de province, où les femmes, qui sont des institutions culturelles, où les femmes ont pu jouer un rôle qui leur était interdit ailleurs. Jérémy Caradonna a mis en lumière leur nombre dans les concours académiques. Mais il s'agit essentiellement de concours de poésie, un genre admis pour le sexe dit faible. Les femmes étaient pourtant également présentes lors des séances publiques académiques dans toutes les villes de province et ont ainsi pu influencer le choix de sujets d'histoire locale propres à connaître une large diffusion. Il s'agit ainsi de mettre ici en lumière comment ces communautés historiennes, selon le mot d'Hilary Bernstein, contribuent à créer un culte civique de femmes illustres ayant joué un rôle politique ou patriotique dans l'histoire locale. Je reprends ici la définition par Pierre Cernat de matrimoine comme antériorité, héritage, ici un héritage historique.
Je m'interrogerai aussi pour savoir si cet éloge s'intègre dans une réflexion plus générale sur le rôle des femmes comme citoyennes dans la France des Lumières. Dans un premier temps, nous verrons le cas d'Aliénor d'Aquitaine. Célébrée à La Rochelle, une célébration qui éclaire dans les années 50 une mise en valeur du rôle des femmes dans l'histoire dans le cadre du libéralisme politique et commercial. À partir des années 50, avec la guerre de 7 ans, l'éloge des femmes prend une dimension guerrière, héroïque. Les femmes d'État, comme Jeanne d'Arc ou Jeanne Hachette, voient leur culte déborder le cadre strictement urbain pour atteindre une dimension nationale, en partie grâce à une récupération monarchique. Enfin, les histoires publiées durant la pré-révolution, à la fin des années 80, célèbrent la vertu de princesse, présentée autant de contre-exemples des princesses provinciales, célébrées comme autant de contre-exemples face à l'image de la reine de France. Donc la reine et les libertés urbaines, le cas de La Rochelle est le cas d'une ville protestante. Depuis 1628 et le succès du siège de la ville par l'armée dirigée par Louis XIII et Richelieu, la ville a perdu ses privilèges et sa municipalité. Elle est désormais administrée par l'homme du roi, le gouverneur, qui a récupéré l'hôtel de ville. Les archives ont été déménagées à Paris et le pouvoir royal impose une mémoire punitive que vous voyez à droite. Des plaques sont apposées qui rappellent la réduction de la ville à l'obéissance devant l'église des Minimes. Même si la ville retrouve partiellement une municipalité à la fin du XVIIe siècle et dotée d'une académie royale en 1732, ce sont les grandes congrégations monastiques qui vont devenir les ateliers de la recherche historique locale. D'abord, la congrégation de Saint-Maur, les célèbres bénédictins, autour d'un projet d'une histoire de l'Aquitaine mené par Dom Fontenot, dont on a vu tout à l'heure les sceaux de la reine Aliénor, un projet qui n'aboutit pas, mais qui va quand même constituer une collation de sources dont va se servir la seconde congrégation érudite, qui est la congrégation de l'Oratoire, installée à La Rochelle, avec deux pères, le père Jaillot et surtout le père Louis-Étienne Arcer, qui est membre également de l'Académie de la ville et qui va contribuer à mettre en lumière l'héritage féminin de la ville. Alors cet héritage féminin, c'est très important, est présenté dans le cadre académique en 1747 tout d'abord, puis en 1748. En 1747, le premier discours montre le rôle des femmes lors du siège mené contre la ville en 1573 par l'armée royale déjà. Donc un siège pendant les guerres de religion. Et le père Arcer met en lumière l'héroïsme des femmes lors de ce siège. Donc c'est déjà une façon de féminiser l'histoire. Plus encore, l'année suivante, en mai 1748, qui est une date importante, puisque pour la première fois depuis 1628, la municipalité a retrouvé l'ancien échevinage, c'est-à-dire l'hôtel de ville. Et c'est dans ce cadre, en mai 1748, dans le cadre académique, mais dans une salle à l'hôtel de ville, que le père Arcer présente un éloge d'Aliénor d'Aquitaine. Pourquoi cet éloge d'Aliénor Aquitaine ? Parce que c'est elle qui a concédé, ou en tout cas confirmé, la charte de franchise communale, les libertés urbaines à la ville au XIIe siècle. Et donc, par l'éloge d'Aliénor, le père Arcer revient sur le début de la municipalité, le début de la commune. C'est une façon à la fois de souligner l'attachement de la ville à la monarchie, alors que traditionnellement on accusait La Rochelle, ville protestante, d'être républicaine, ce qui était un crime. Donc non, la municipalité de La Rochelle a bien des origines monarchiques, la concession d'Aliénor, mais Aliénor était aussi une reine d'Angleterre après son divorce avec Louis VII. Donc c'était aussi une manière de marquer une certaine opposition face à Paris en montrant un libéralisme politique qui est celui de Montesquieu, qui publie la même année en 1748 son Esprit des lois, et avant lui Voltaire avait fait l'éloge de la monarchie anglaise parlementaire. Les deux volumes publiés de l'histoire de La Rochelle, publiés en 1756 et 1757 par le père Arcer, reprennent ces thématiques, reprennent l'éloge d'Aliénor Aquitaine, qui devient un personnage central de l'histoire de la ville, avec un triple héritage, bien souligné par le père Arcer, politique, je viens de le dire, économique, puisque selon le père Arcer, la reine a initié la rédaction d'un code nautique,
inspiré par son voyage en Orient avec le roi Louis VII, qui a permis le développement commercial de la ville, en clair, son rôle dans la colonisation. Donc là, on a un véritable éloge par le père Arcer du commerce maritime, de la colonisation, qui permet non seulement la prospérité urbaine, mais la prospérité nationale également. Et donc l'éloge de la femme ici s'inscrit aussi dans l'éloge du libéralisme économique, dans l'éloge du luxe. Le père Arcer est un fervent partisan, dans le grand débat sur le luxe, de l'importance du luxe pour l'économie. Enfin, dernier héritage d'Aliénor, un héritage moral. Le père Arcer déconstruit la légende noire, bien étudiée par Martin Aurèle, le médiéviste, la légende noire de la reine Aliénor, traditionnellement accusée par l'historiographie monarchique de dissipation, de passion. Et donc le père Arcer explique que si la reine a cédé à ses passions, c'est à cause du roi, dont la dévotion était mal entendue. Donc cet exemple n'est pas isolé. Ce qu'il faut en retenir, c'est que dans les années 1750, l'éloge des femmes s'intègre dans le débat sur le luxe et le commerce, et aussi dans le débat sur le libéralisme. Donc, oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que le père Arcer est récompensé par une pension de 600 livres. Et surtout, en 1757, le roi, Louis XV, enlève les plaques infamantes qui rappelaient le souvenir de la réduction à l'obéissance de La Rochelle en 1628. Deuxième période, la guerre de 7 ans. 1756-1763, les désastres face à l'Angleterre, la perte des colonies, notamment du Canada, il ne reste plus que Saint-Domingue. Donc c'est dans ce cadre de la guerre de 7 ans que la valorisation des figures des femmes prend une tournure plus héroïque, plus guerrière, et aussi une dimension plus sociale, puisque désormais on ne célèbre plus des reines, comme Aliénor, mais on célèbre des femmes du tiers-état. Et ça correspond parfaitement à ce nouveau patriotisme qu'a mis en lumière Edmond Wiambowski, un nouveau patriotisme qui est l'éloge d'un tiers-État face à une noblesse dont le rôle militaire a montré l'échec, puisque la France n'a cessé de subir des revers. Donc, le premier exemple que je voudrais vous soumettre, c'est celui de Madame Rétaux Dufresne, qui publie à Cherbourg une histoire de la ville en 1760. Selon Nathalie Zemon-Davis, cet ouvrage est probablement la première publication par une femme dans le domaine de l'histoire. Et c'est vrai que je n'en ai pas trouvé d'autres exemples, même s'il y en a de postérieurs. Il est dû à une dame née à Saint-Malo, fille d'un capitaine, mais qui a épousé un membre de la municipalité de Cherbourg. Elle aussi, elle est liée à l'Académie de la ville. Elle ne peut pas en être membre, c'est une femme, mais elle est très liée avec Jean-Thomas Voisin, qui est un des cofondateurs de l'Académie. Et en fait, on l'a longtemps accusé d'avoir plagié son œuvre. On pourrait plutôt parler d'agentivité. Elle se saisit des recherches de cet académicien pour les présenter à la publication, au roi, puisqu'après le raid des Anglais dans la ville en 1758, il s'agissait de redonner l'honneur à la ville, de montrer l'héroïsme de ses habitants qu'il avait défendu. C'est ce qu'elle prétend dans sa préface. Et c'est un livre qui montre non seulement l'héroïsme des habitants masculins, mais aussi l'héroïsme des femmes. Et là, c'est une histoire du temps présent, puisque cet épisode guerrier a eu lieu 2 ans auparavant. Donc démontrer au pouvoir central l'héroïne de celle qu'elle appelle ses concitoyennes. Pour la première fois, les femmes sont désignées comme des femmes politiques, des guerrières, des combattantes, des citoyennes. Ce qu'elle montre aussi, c'est comme avec Aliénor, la rivalité du luxe des dames anglaises et des dames françaises. Donc là encore, il y a eu une dimension économique. Chez Madame Rétaux Dufresne, on ne peut pas parler, comme les historiens le font encore trop souvent, de plagiat. Cette publication s'intègre dans une œuvre, un catalogue, et ça intéressera Olivier Ritz, c'est un catalogue des femmes écrivaines qu'elle voulait publier. Donc c'est véritablement une mise en valeur des femmes, mise en lumière des rôles des femmes dans tous les domaines, y compris culturels. Sa publication à Paris s'explique par l'appui de Choiseul. Donc la monarchie a su comprendre l'intérêt de ces publications patriotiques et l'a favorisé face à la censure royale. Cependant, la réception est extrêmement misogyne. Fréron, le grand critique, l'ennemi de Voltaire, déclare dans son journal que Madame Rétaux Dufresne devrait se faire retoucher par un littérateur, ce qui provoque la colère de la dame.
Alors, je pourrais vous développer un même exemple au Havre quelques années suivantes, mais je préfère continuer avec Jeanne d'Arc, patriote plutôt que sainte. Donc, le culte de la pucelle est un culte civique ancien, puisque la procession en faveur de Jeanne d'Arc remonte presque au XVe siècle. On a également un portrait de la pucelle dans l'hôtel de ville, une procession qui célèbre la délivrance de la ville et de la France par ses exploits guerriers, et le récit dans la ville est aussi transmis par un historien local, François Lemaire, qui a publié une histoire d'Orléans au milieu du XVIIe siècle. Or, au milieu du XVIIIe siècle, la nouvelle société académique, qui est dite épiscopale parce qu'elle est sous la protection de l'évêque, mais aussi du gouverneur, le duc d'Orléans, c'est une société qui est fortement anti-janséniste, qui s'oppose donc à la municipalité. Donc cette société épiscopale veut doter la ville d'une contre-histoire, d'une nouvelle histoire dans laquelle Jeanne d'Arc va jouer un nouveau rôle. Et l'historien principal de cette société épiscopale est Daniel Pauluche, qui publie en 1749 un problème historique sur la pucelle. C'était un érudit de renom, s'appuyant sur des travaux de bénédictins, qui veut publier que la pucelle n'a pas péri sur le bûcher, mais qu'elle s'est mariée et qu'elle a survécu et qu'elle est devenue mère de famille. On comprend donc ici la volonté de cette société épiscopale et de l'évêque de lutter contre le culte gallican et janséniste de la pucelle, presque sainte, et d'en faire davantage une patriote, une guerrière, que véritablement la pucelle telle qu'elle était chantée dans la ville. Donc là, vous avez une rivalité tout autant politique que religieuse à Orléans. Les travaux de Daniel Pauluche restant fragmentaires, le gouverneur de la ville va poursuivre cette entreprise de réécriture de l'histoire locale en confiant à un historiographe, le marquis de Luché, le dossier. Donc vous voyez le prospectus, et le marquis de Luché, là je n'ai pas le temps de développer le prospectus, mais livre en 1766 une relecture voltairienne du dossier de la pucelle, en faisant de la pucelle à la fureur des Orléanais une folle, une brutale, une superstitieuse. Donc vous avez le scandale est tel que le duc d'Orléans lui-même, mais aussi l'hôtel de ville, doivent payer le marquis de Luché pour le supplier d'arrêter ses publications, tellement Jeanne d'Arc a changé de visage et est devenue une figure de l'anticléricalisme, une victime plutôt de l'anticléricalisme. Donc, dans les années 1770, la municipalité va reprendre le culte de Jeanne d'Arc en main, en demandant à un célèbre cartographe parisien qui a fait beaucoup de choses très importantes, des recherches historiques qui ont en fait un mince fascicule assorti d'un plan des embellissements de la ville, dans lequel le cartographe de Moité décrit minutieusement la statue de Jeanne d'Arc, son rôle dans l'histoire et son déplacement dans les nouveaux quartiers embellis. Donc là, vous avez une monumentalité qui en fait servait aussi d'itinéraire à la procession dans la ville. Gaël Rideau a montré à quel point l'itinéraire de la procession était un jeu de négociation important. L'autre tentative pour diffuser l'image de Jeanne d'Arc dans les années 1770 vient de ce que Frédéric Sabier a montré ce matin, à l'importance des libraires, et notamment d'un libraire, marchand libraire, qui est Couret de Villeneuve, beau-frère de Pannekoek, le célèbre libraire parisien, franc-maçon, qui va rééditer une description de l'Orléanais qui est une forme de topographie où on retrouve le souvenir de Jeanne dans la ville, qui va aussi diffuser l'histoire de Jeanne dans les affiches, on a cité les affiches du Dauphiné, et enfin diffuser une estampe de Jeanne que vous voyez et qui connaît une audience nationale puisqu'on envoie des publicités, des réclames dans tous les journaux nationaux, pas seulement à Orléans. Donc le culte de Jeanne d'Arc déborde la seule ville d'Orléans. C'est encore plus clair avec Jeanne Hachette, une héroïne qui s'était illustrée lors du siège dans la ville de Beauvais contre l'armée de Bourgogne de Charles le Téméraire, et qui était bien connue, là je n'ai pas le temps, je vois que le temps a passé, qui était bien connue de l'histoire locale, mais qui à partir de 1762, là encore à la faveur de la guerre de 7 ans, acquiert une audience nationale.
Plusieurs lectures sont faites dans des académies, par exemple à Dijon. On s'interroge sur le rôle de Jeanne Hachette et autres femmes fortes. Pareil, dans le Mercure de France, on a un dialogue aux Champs-Élysées entre Jeanne d'Arc et Jeanne Hachette. Et toute cette réflexion sur les femmes fortes, sur cette Jeanne Hachette mise en miroir avec comme une nouvelle Jeanne d'Arc qu'on est en train de découvrir, tout ça sert une réflexion sur le rôle des femmes héroïques. Il y a un journaliste dans le Mercure de France qui dit « On savait que ça pouvait être des femmes d'État, on savait que c'était des femmes de culture. Maintenant, il s'agit de mettre en lumière leur rôle comme des héroïnes, comme des guerrières. » Et donc, la monarchie va récupérer ce culte de Jeanne Hachette, qui est en train de se former à Beauvais, en commandant en 1780 un tableau à un peintre normand célèbre, Le Barbier, un tableau qui est présenté au salon de 1781 et qui a tellement de succès que c'est l'évêque, comte de Beauvais, qui va l'acheter, enfin en tout cas le demander au roi. Il sera installé à l'hôtel de ville en 1780. Donc vous voyez que du culte local, que ce soit pour Jeanne d'Arc ou Jeanne Hachette, on aboutit à un culte national à la faveur de la guerre de 7 ans, du culte des bourgeois de Calais, dans la célèbre pièce de Dubellois. Donc dans une troisième partie, je ne sais pas si j'ai encore le temps, 2 minutes. Donc je peux vous parler dans les années 1780, lors de la pré-révolution. Le culte des femmes provinciales prend un accent à nouveau plus contestataire. La provinciale devient le portrait de l'anti-reine de France, comme je le disais. On le voit dans 2 œuvres qui se ressemblent. L'histoire d'Alençon, publiée en 1786 par un médecin, Odoland Desnos, et, je le citais en introduction, l'histoire de la ville de Grenoble et du Dauphiné, du chanoine Barthélemy d'Orban. Désormais, on revient à la féodalité, on revient aux princesses, on revient à 2 régentes qui ont assumé le pouvoir après la mort de leur époux, l'une à Alençon, l'autre en Dauphiné. Et donc la féodalité est à la fois critiquée, comme un gouvernement guerrier, un moment d'anarchie, pour le commerce notamment, mais c'est aussi un moment célébré, parce que la féodalité, c'est un moment d'indépendance des provinces vis-à-vis du pouvoir central. Et on est dans les années 1780, on est au moment des assemblées provinciales. Et donc, cette époque de l'histoire intéresse les historiens. Donc, ces historiens dépeignent désormais des femmes vertueuses, veuves chastes, pieuses, de saintes, qui ont exercé une régence marquée par l'économie. Alors que, comme on l'a vu dans les années 50 et encore 60, l'éloge des femmes s'accompagne de la valorisation du commerce et du luxe, le discours des historiens dans les années 1780 valorise désormais le développement de l'agriculture, condamne un luxe stérile. Ces princesses remplissent en fait le programme physiocratique, à l'instar de la duchesse d'Alençon qui convoque les États provinciaux du Perche en 1505. Il y a là un parallèle avec les assemblées provinciales composées de citoyens propriétaires qu'appelaient de leur vœu les élites provinciales. Cette vision de la femme, marquée par le langage d'un républicanisme classique, s'accompagne d'un nouvel intérêt pour la monumentalité. Donc vous avez des types topographies où on va chercher le souvenir de la reine Aliénor en bordelais, avec les variétés bordelaises. Vous avez aussi dans Odoland Desnos, ses mémoires sur la ville d'Alençon, des représentations de tombeaux de princesses. Autant d'indices qui annoncent l'intérêt pour les monuments français de Millien, de l'abbé Millien ou encore de Lenoir, évidemment. De même, vous avez désormais dans les années 80 des collections d'images. Alors d'images des grands hommes et des femmes illustres, mais qui comportent des femmes qui ont joué un rôle dans l'histoire locale. En fait, essentiellement 2, Jeanne d'Arc, bien sûr, et Jeanne Hachette. Et ce qui est intéressant, c'est que ces regards nationaux reprennent l'iconographie locale, celle des hôtels de ville. Donc on voit quand même qu'il y a un passage de la ville à la nation. Mais cette glorification des princesses femmes d'État, n'est pas sans poser question, et je terminerai par les femmes devant le tribunal de l'histoire. À l'Académie de Bordeaux, en 1782, un bénédictin, encore un moine savant, dont Jacques-Marie Carrière, prononce un éloge d'Aliénor d'Aquitaine.
C'est une véritable hagiographie qui entend laver la réputation d'Aliénor de toute faute. Et qui va prendre la plume dans le Mercure de France un an plus tard, en 1782? C'est un futur révolutionnaire célèbre. C'est Dominique-Joseph Garat, dont le portrait est conservé au musée de Visil, qui publie une réplique dans le Mercure de France dans lequel il s'élève contre cette réhabilitation historiographique. Il explique qu'il croit les femmes plus dangereuses au tribunal de l'histoire qu'au tribunal des lois, parce que l'historien ne peut pas s'empêcher d'être prisonnier de leur charme. Et donc, il ne croit pas à cette réhabilitation d'Aliénor d'Aquitaine. Il cite aussi le travail de David Hume sur Mary Stuart. Et il préfigure ainsi la méfiance des élus du tiers-État vis-à-vis du rôle politique des femmes. Et de fait, si le patriotisme monarchique s'est bien écrit au féminin, en revanche, le récit de la nation républicaine, lui, va s'inscrire au masculin. Et c'est quand même ironique, comme je le disais tout à l'heure, qu'au Panthéon, la seule femme qui a été proposée pendant la période révolutionnaire a été Charlotte Corday. Je vous remercie.